ce matin pour animer ce premier atelier, en fait, hein, même si on avait largement débuté le sujet lors du Green Day la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne sais plus. Le temps passe vite. Un très très beau Green Day, de beaux témoignages hein, qui nous ont bien permis de cerner le sujet. Donc, sans plus attendre, juste avant, je vous rappelle qu'à 11 heures, on a un second atelier sur la communication du point de vente responsable pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et sans plus attendre, je passe la parole à Agnès, que je remercie vivement d'être parmi nous ce matin. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous. En fait, je suis Sylvie qui est souffrante. Donc, pardon d'avance si parfois je rebondis pas forcément sur ce que vous avez partagé la semaine dernière, enfin la dernière fois. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. En fait, la dernière fois, vous aviez échangé avec Sylvie sur un certain nombre de repères contextuels. Vous étiez revenu sur la loi Pacte, vous aviez partagé un certain nombre d'actualités, notamment sur les sociétés qui se dotent d'une raison d'être ou celles qui visent la qualité de société à mission. Et puis, il y avait eu effectivement 2 témoignages de Maison du Monde et de Fago, c'est ça? Alors aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de rentrer plus avant dans la méthodologie. Sylvie m'a demandé quand même de reprendre 3 ou 4 slides en introduction pour rappeler ce que sont les raisons d'être et les sociétés à mission, parce que je crois que dans le groupe d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, mais je vais passer rapidement dessus. On devrait normalement centrer notre heure et demie sur la méthodologie. Donc, en fait, comment s'y prendre quand on veut embarquer notre enseigne dans la formulation d'une raison d'être, voire donc viser la qualité de société à mission. Moi, j'aimerais bien quand même que vous me disiez quelles sont vos attentes. Qu'est-ce qui fera que tout à l'heure, quand on se quittera, vous aurez vraiment le sentiment d'avoir avancé sur le sujet? Est-ce que vous avez des points particuliers que vous voulez que je traite? Voilà, je suis vraiment preneuse là. En démarrage comme ça, on attend les éventuels derniers arrivants. Non, c'est vraiment la méthodologie qui m'intéresse. Moi, j'ai une question pour donc Delphine chez Carglass. J'ai une question concernant le juste équilibre entre un groupe et une filiale. C'est-à-dire que nous, on fait partie d'un groupe qui a une raison d'être qui vaut ce qu'elle vaut, dans le sens où elle a été inscrite, elle a été écrite pour animer, guider et donner de la vision aux collaborateurs, mais elle n'est pas forcément dans le cadre de la raison d'être qui peut nous animer aujourd'hui sur ce thème avec la société à mission. Et dans quelle mesure une entreprise peut accompagner son groupe, se détacher d'un groupe. Voilà, comment on gère ça quand on a un groupe qui n'est pas franco-français et qui n'a pas forcément ces challenges d'actualité sur la société à mission. Bon, je ne sais pas si du coup vous avez l'habitude de formuler les questions au fur et à mesure. Comme on n'est pas trop nombreux, à la limite, moi je pense que c'est pas mal si vous m'interrompez, plutôt que de les mettre sur le fil du chat là. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est bien que chacun intervienne, hein, lever la main ou intervenir directement. Il n'y a pas de souci. C'est mieux qu'on soit dans une discussion et dans un échange. Là, vous voyez mon écran intégralement, parce que moi, je vois Oui. aussi des fenêtres. Oui, c'est bon, ok, d'accord. Alors, j'ai juste mes 3-4 slides là pour rappeler les différences entre les sociétés à mission, les raisons d'être, etc. Donc, vous savez, on la resitue souvent dans le continuum de la loi Pacte, en considérant que finalement, la loi Pacte, elle a le bénéfice sur l'article 1833 de pousser toutes les sociétés à prendre en considération
les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Ça, c'est une chose et c'est déjà pas mal. Et ça, c'est mandatory, on va dire obligatoire. Et par ailleurs, on a deux marches supplémentaires qui sont optionnelles. Donc, les sociétés qui le veulent peuvent également formuler une raison d'être, inscrite ou pas dans leur statut. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste vous contenter de formuler une raison d'être. Et d'ailleurs, c'est le cas d'un grand nombre d'entreprises qui ne sont pas allées jusqu'à l'inscription dans les statuts. Et puis, vous pouvez aussi viser la qualité de société à mission. Donc, on ne dit pas le statut réellement en France, on parle de qualité. Et cette qualité doit être inscrite, on va le voir dans un instant, là, au greffe du tribunal de commerce. On est quand même sur des marches différentes en termes d'engagement. On a donné, nous, une définition de la raison d'être qui vaut ce qu'elle vaut, mais ni la loi PACTE, ni le rapport Nota-Sénart ne donnent de définition réellement opérationnelle. Nous, on dit que c'est la contribution que l'entreprise souhaite apporter aujourd'hui et demain, parce que quand on écrit une raison d'être, ce n'est pas que pour aujourd'hui. En général, on se projette vraiment dans des échéances de long terme. Et donc, c'est la contribution que l'entreprise peut avoir aux principaux enjeux, aux principaux défis de son domaine d'activité. Donc, les défis, en général, d'ailleurs, on va les chercher au niveau des ODD. Et c'est intéressant. On va voir de plus en plus de raisons d'être, je pense, qui font référence aux ODD. Et on a rajouté, en impliquant ces principales parties prenantes, je pense qu'il peut y avoir une formulation un peu plus, fluide. Mais en tout cas, l'idée, c'est que notre raison d'être, les parties prenantes, notre écosystème en sont vraiment des experts, des observateurs aiguisés, etc. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant de se dire que cette contribution, elle s'adresse à notre écosystème. Ouais. Vous m'arrêtez si je suis trop théorique, flou, etc. Ouais. Et la société à mission, alors du coup, on a repris carrément l'article du Code du commerce. Et il faut bien comprendre que c'est une étape donc, supplémentaire. Vous retrouvez la notion de raison d'être là sur l'article numéro 1. Donc, les statuts de la société à mission en fait, précisent la raison d'être, mais pas uniquement. Il faut également que cette raison d'être soit associée à un ou plusieurs objectifs qui peuvent être soit sociaux, soit environnementaux. Vous suivez peut-être les travaux de la communauté des entreprises à mission qui a produit un premier baromètre là, en début d'année, et on voit qu'il est rare qu'il y ait un seul objectif. Et il est rare aussi que les objectifs soient purement environnementaux. Par exemple, souvent, les objectifs des sociétés à mission sont à la fois sociaux et environnementaux. Vous voyez en dessous le troisième obligation, entre guillemets, qui est que ces entreprises se dotent d'un comité de mission qui doit être distinct des autres organes sociaux de l'entreprise et qui doit inclure au moins un salarié. Et puis, pardon, excusez-moi. Et je voulais juste ôter une fenêtre qui me gêne. Voilà. Et que ce comité de mission va être dans l'obligation, entre guillemets, de produire au moins une fois par an un rapport qui sera joint au rapport de gestion. Il y a de très bons documents et de très bons webinaires qui sont organisés par la communauté des entreprises à mission sur ces différents sujets parce qu'on est quand même sur une matière neuve qui se cherche, qu'on tâtonne. L'AFNOR a créé un groupe de travail qui réunit une vingtaine d'acteurs sur ces questionnements, sur en gros comment le comité de mission doit être composé, à quelle fréquence le réunir, est-ce que finalement on se contente de le réunir qu'une fois par an. Je crois que c'est Yves Rocher qui nous racontait qu'ils sont déjà réunis leur comité de mission quatre fois. Comment nourrir ce comité de mission, lui donner suffisamment de bagages pour qu'il soit en capacité de bien analyser l'alignement de l'entreprise, des décisions de l'entreprise par rapport à la mission qu'elle s'est donnée. Enfin, voilà. Donc, la troisième contrainte, c'est ce fameux comité de mission qui crée quand même pas mal de changements en termes de gouvernance, si on veut aller jusqu'au bout de l'exercice. Ce n'est pas neutre d'avoir ce comité de mission. Il y a on a créé un think tank, enfin, le comité 21 a créé un think tank sur le dialogue parties prenantes. Ils nous ont associés à ces travaux et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui
ils n'avaient pas franchi le cap de se doter d'un comité de parties prenantes. Ouais, le comité de mission, ça joue un peu dans le même registre, on va dire. Le quatrième point, c'est le fait de pouvoir faire vérifier l'alignement à la mission par un organisme tiers indépendant. Pour l'instant, il n'y a que 3 OTI qui se sont prononcés, portées candidates, mais bon, ça c'est pareil, c'est ongoing. Voilà. Et puis, le 5e point, c'est de devoir déclarer tout ça au greffe du tribunal de commerce. Voilà. C'était pour les distinctions entre raison d'être et société à mission. Enfin, aujourd'hui, on va quand même plutôt parler de la méthodologie pour élaborer une raison d'être, mais on voit bien, enfin, vous allez voir que dans la vision qu'on porte chez des enjeux et des hommes, de toute manière, pour nous, la raison d'être, elle doit être associée à des objectifs sociaux et environnementaux. Et puis, on pousse beaucoup aussi pour que la gouvernance, alors il n'y aura pas forcément de création d'un comité de mission si on ne va pas jusqu'à là, mais on pousse aussi pour que la gouvernance vraiment s'empare de ce sujet, le suive régulièrement. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui coche pas mal de cases. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, ou j'enchaîne. Moi, j'ai une petite question, Agnès, s'il vous plaît. Vous parlez de vérification par un organisme tiers. Quel type d'organisme valide ça? Pour l'instant, ce sont plutôt les 3 organismes qui se sont portés candidats, à ma connaissance, mais je n'ai pas regardé la semaine dernière, mais c'était Price, je ne sais plus si c'est EY ou Deloitte, le second, et le 3e, c'est le cabinet Saint-Front. Donc, ce sont des organismes qui ont l'habitude de travailler sur des PEF, tu vois, sur des audits extra-financiers, en tout cas, parce que ce n'est pas idiot d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut aussi que ce soit des organismes habilités à comprendre ce que sont ces sujets de raison d'être et d'enjeux sociaux et environnementaux. Et en fait, je pense que bientôt vont paraître un certain nombre de publications là-dessus. Ça va être intéressant à lire parce que tout le débat consiste à savoir ce qu'on va devoir auditer. Et en fait, en l'occurrence, a priori, l'OTI ne se prononcera pas sur la pertinence des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise s'est donnés, mais plutôt sur l'alignement à une feuille de route opérationnelle, pour mettre en œuvre ces objectifs. Et donc, il y a plein de débats sur le fait de savoir qui va se prononcer sur la pertinence de ces objectifs. Ça serait plutôt le comité de mission. Il y a d'ailleurs des entreprises qui vont former leur comité de mission avant même d'avoir déterminé leurs objectifs, en considérant que le comité de mission va pouvoir aider à les retenir. Voilà. Et alors, ce qui est aussi en débat en ce moment, c'est de savoir comment on pourrait perdre sa qualité de société à mission. Parce que ce n'est ni le comité de mission qui pourra vous radier, entre guillemets, ni l'OTI. D'ailleurs, l'OTI pourra se prononcer sur 3 angles, je crois. Il pourra dire si c'est aligné, si ce n'est pas aligné ou s'il ne peut pas se prononcer. Mais en tout cas, a priori, on pourrait perdre sa qualité de société à mission seulement si des détracteurs externes, ça pourrait être des ONG, des clients, des concurrents, vraiment, demandaient que cette qualité nous soit retirée au vu du rapport des comités de mission qui sera publié ou du rapport de l'OTI qui devra être public. Ça répond à ta question. Donc, oui, globalement. Mais donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas vraiment encore un statut juridique. Ce n'est pas du tout un statut juridique. C'est plus une certification ou une qualification. Ça s'appelle qualité, tu vois. Ouais. La loi précise que c'est une qualité de société à mission. De même qu'on ne devrait pas dire entreprise à mission, on doit dire société à mission parce que le droit français ne reconnaît pas la notion d'entreprise. Donc, en fait, voilà, en gros, on reconnaît les personnes qui… D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la communauté des entreprises à mission s'est appelée comme ça, mais aujourd'hui, tout le monde parle quand même des SAM, des sociétés à mission, mais en fait, le vrai wording, c'est dire qualité de société à mission et pas statut d'entreprise à mission. D'accord.
n'existe pas vraiment. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, moi je suis allée faire il y a 2 ans, non, 3 ans maintenant, avec Geneviève Ferron de Profil et puis d'autres. On est allé aux États-Unis faire un voyage benchmark sur les statuts hybrides. Et là-bas, il y a des statuts, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont les Benefit Corporation ou les Purpose Social Corporation, qui sont des vrais statuts juridiques, voilà, pour lesquels un certain nombre d'entreprises ont opté, plusieurs milliers aux États-Unis d'ailleurs, et souvent inscrites dans l'État du Delaware, qui a été le premier à être assez ouvert à tout ça. Voilà. À ne pas confondre avec les B Corp, qui sont des labels, avec B Corp qui est un label. Et comme ça s'appelle Benefit Corporation, il y a beaucoup de gens qui font la confusion, mais voilà, ce n'est pas pareil. Dernière question, enfin pour cette slide en tout cas. Quel est le rôle du comité de mission? Il doit, alors ça commence à se préciser ça, et je voudrais que je vous envoie le rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui a été présenté d'ailleurs par les gens de Danone, d'Yves Rocher et de la Maïf. Donc, en fait, rien n'est vraiment précisé dans la loi, tu vois, à part ce qui est écrit ici, puisque c'est l'article du Code du commerce. Donc, il est dit ici, tu vois, que ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission. En fait, le comité de mission, il doit dire, vous vous êtes fixé une raison d'être et des objectifs. Est-ce que dans les décisions de gestion que vous prenez, ça peut être des décisions d'investissement, d'innovation produit, etc. Est-ce que vous êtes aligné sur cette raison d'être et ces objectifs, ou est-ce que vous en déviez? Est-ce que vous avez même des actions contradictoires en fait, par rapport à cette raison d'être? Et donc, c'est pour ça qu'il présente un rapport annuel sur l'alignement ou non. Voilà. Et alors, tu vois, ce qu'ils nous ont dit l'autre jour pendant le webinaire de la communauté d'entreprises à mission, en termes de retour d'expérience, c'est qu'encore une fois, tout ça, ça se cherche, voilà, mais qu'ils se sont rendus compte qu'il était vraiment important de former le comité de mission avant de démarrer, pour que les personnes choisies soient vraiment en capacité de comprendre, tu vois, de la même manière que tous les citoyens qui ont fait partie de la Convention citoyenne pour le climat ont été formés au préalable. Voilà. Et donc, sur le rapport que je vous enverrai, vous verrez que la composition est très différente. Par exemple, chez Danone, il y a 10 personnes, je crois, mais avec vraiment des personnalités extrêmement qualifiées. Je me demande même s'il n'y a pas Mohamed Younous de mémoire, enfin bon, voilà. Très international, et une représentante des salariés sur 10. Et puis, dans d'autres groupes, je crois à la Maïf de mémoire, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a plus de représentants des salariés et plus d'experts de nos sujets. Donc, voilà, c'est d'où toute la réflexion à mener, j'en parlerai aussi un peu tout à l'heure, mais sur la composition de ce comité, quoi. Qui doit d'ailleurs se rapprocher de réflexions que vous avez peut-être eues dans vos enseignes sur on crée un comité partie prenante ou pas, un comité critical friends ou pas, enfin, pour éclairer les décisions du CA ou du COMEX. En tout cas, je te dis, le comité de mission, il se prononce sur est-ce que l'entreprise est alignée sur sa raison d'être. Et alors, moi, les débats que j'ai, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens de la communauté des entreprises à mission. Donc, je vous le livre, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais nous, on pense, chez des Angers et des Hommes, que pour devenir société à mission, il faut vraiment que le business de l'entreprise soit mis au service d'une mission. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez dire que vous poursuivez principalement des objectifs sociaux ou environnementaux. Or, en fait, la communauté là, dit que, enfin, plutôt que ce dont il est question, c'est d'une transformation du business model, et que ce que la qualité de société à mission reconnaît, c'est plutôt la démarche de progrès d'une entreprise qui est en chemin, mais que vous pourriez très bien ne pas avoir l'intégralité de votre business model responsable, enfin au sens où à impact, voilà.
Et par exemple, eux disent qu'on pourrait avoir jusqu'à 10 000 sociétés à mission en 2025 et que ce mouvement a vocation vraiment à entraîner une dynamique de capitalisme responsable, on va dire, voilà, pour faire court. Donc, tu vois, il y a des partis pris. On a pu avoir les mêmes débats sur Bicorp, en se disant à un moment donné, Bicorp ne devrait labelliser que les entreprises pure player, quoi. Enfin, dont vraiment la raison d'être même c'est business for good, quoi. Alors même qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont Bicorp et qui ne sont pas complètement alignées avec cette exigence. Du coup, Agnès, moi, j'ai une question pour rebondir par rapport à une activité comme Carglass, où très clairement, on n'est pas créé par rapport à un engagement social et environnemental, même si depuis 10 ans, on mène un certain nombre d'actions pour faire mieux, pour faire bien. Pour moi, le côté entreprise à mission serait potentiellement un accélérateur, un catalyseur autour d'une même mission, mais très clairement, on n'est pas né pour ça. Donc, on peut raconter des choses autour de… raconter des choses, c'est pas bien dit parce que moi, j'y crois profondément. Sur la sécurité. Sur la sécurité, sur la réparation, qui est notre fer de lance. Et sur, d'un point de vue local, le fait de développer toutes les activités de réparation, ça évite de faire venir des pare-brises, ça évite la fabrication, ça permet d'avoir de l'emploi local. On ne va pas envoyer son véhicule je ne sais où pour le faire réparer. Donc, c'est un impact territorial non négligeable. C'est ce sur quoi on essaye de réfléchir en tout cas. Mais on n'est pas né, on n'est pas… Oui. On n'est pas là pour ça. Enfin, tu vois, c'est compliqué à appréhender. Alors, outre le fait qu'on a des actionnaires, etc., et que ce n'est pas toujours facile à gérer, en fait, est-ce que c'est vraiment crédible de s'engager dans ce type de voie quand on est un Carglass ou est-ce qu'il faut mieux continuer à faire ce qu'on fait, je pense, assez bien, dans une démarche de progrès, de réfléchir intelligemment à nos actions sans pour autant tenter un chapeau d'entreprise à mission qui serait un peu excessif, en tout cas à date? Alors, je ne sais pas si je suis là. Encore une fois, je pense que ça serait bien que vous en parliez avec les gens de la communauté, des entreprises à mission, parce que tu vois, l'autre jour, je vous enverrai le lien aussi. Il y avait un webinaire super intéressant au moment du lancement du baromètre, en présence d'Olivia Grégoire. Et il y avait des témoignages de 2 PME du nord de la France, là, Hauts-de-France, et il y en avait une qui fait des objets publicitaires. Et donc, c'est une super boîte, ils sont très engagés, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait fondamentalement se dire, est-ce qu'on a à tout prix besoin d'objets publicitaires? Donc, moi, je pense que je suis devenue, alors que je ne suis pas ONG au départ et je ne suis pas militante, je suis devenue peut-être un peu exigeante. Et c'est vrai qu'on a tellement de mal à s'y repérer au niveau de tout ça que moi, j'aurais trouvé plus pertinent que les sociétés à mission soient vraiment des sociétés, pas mission native forcément, mais en tout cas qui mettent l'ensemble de leur business au service de nos grands enjeux. Mais voilà, mais ça, c'est ma vision, Agnès. Et je pense que si demain vous devenez chez Carglass Société à mission, votre démarche, elle est ancienne, elle est crédible, elle est étayée, enfin, elle a été déployée auprès de vos équipes. Vous saurez vous-même savoir si vous êtes mission washing ou pas, quoi. Parce que, mais alors je vais prendre l'exemple de Danone, mais même, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais par exemple, quand Danone dit apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et qu'en tout cas, il y a un boulot monstre qui est fait pour s'assurer que les produits sont de moins en moins transformés et ont des valeurs nutritionnelles réelles, etc. Je pense que ce qu'il faut mettre derrière, ce sont justement des engagements robustes, crédibles, des moyens pour les financer. Voilà. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, on ne parle pas que d'aujourd'hui, on parle aussi de demain. Et là, je rejoins ce que disent les gens de la communauté sur la dimension transformative, quoi. On peut aussi réfléchir autour de tout ça en se disant, aujourd'hui, voilà à quoi ressemble notre business, vers quoi on tend, à quoi il ressemblera. Vous allez voir, c'est un exercice qu'on fait d'ailleurs dans la méthodo, mais à quoi il pourrait ressembler demain. Est-ce qu'il y a des choses qu'on arrêtera de faire
on en a pas mal parlé au moment sur les raisons d'être société à mission, de tous les renoncements possibles. Est-ce que, comment Danone dit aujourd'hui d'ailleurs qu'ils se sont séparés quand ils se sont engagés là-dedans de toute la branche bière ou biscuits qui n'étaient pas alignés à leur raison d'être sur la santé par l'alimentation. Voilà. Donc, c'est des enjeux c'est tous ces débats-là qu'on a quand on démarre ce type de projet. Quand vous allez démarrer ces projets, c'est des débats que vous aurez avec votre COMEX, avec votre CA. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, on va déjà commencer par travailler sur notre raison d'être. On ne sait même pas si on va se faire dans les statuts, mais on va déjà voir comment ça s'avit, comment les engagements qu'on prend, on est en capacité de les mettre en œuvre. Et puis, je sais pas, dans 2 ans, on deviendra peut-être société à mission. Déjà, le sujet se sera un peu aussi calmé ou stabilisé, parce que c'est encore très récent. J'ai reçu un appel d'offres, on a perdu malheureusement, mais pour une caisse nationale de crédit agricole. Alors, ça va rejoindre d'ailleurs une des questions que vous posiez tout à l'heure sur le groupe et filiales. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même idée, mais il y a un peu de ça. Une caisse régionale qui formulait clairement ça dans son cahier des charges. On veut se mettre en capacité d'être société à mission, mais on va juste faire les premières étapes et on verra dans 2 ans si on est mûr pour passer un cap. Et alors, pour répondre à la question que vous posiez, il y a pas mal d'entreprises qui ont une raison d'être groupe et qui ensuite ont travaillé sur des raisons d'être par filiale. Moi, je travaille beaucoup avec Martin Richer, que vous connaissez peut-être de Management Oui. sur ces sujets. Et ce qu'on dit avec Martin, parce qu'on a pas mal réfléchi à la question, c'est que ce n'est pas impensable qu'une filiale se dote d'une raison d'être dès lors que, en général, il faut que ça soit aussi une filiale à 100%, quoi. Mais surtout si son métier est quand même un peu distinct de la maison mère, parce que, c'est pas, si je reviens à la raison d'être, c'est pas idiot que Petit Bateau ait une raison d'être en faisant partie du groupe Rocher. Oui, il faut que ça soit suffisamment distinct pour légitimer d'avoir une formulation peut-être précisée ou approchante, mais… Et qu'on puisse prendre des engagements spécifiques, qui ne soient pas juste la copie conforme des engagements du groupe, parce qu'autrement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je sais je ne sais pas s'il y a des personnes de La Poste, du groupe La Poste aujourd'hui, j'avais vu dans la liste, mais je sais que, par exemple, la branche courrier-colis s'était dotée d'une raison d'être, avant même que le groupe ne enclenche le chantier. Et ça a quand même posé des questions d'articulation qui n'étaient pas neutres, qui n'étaient pas neutres. Et donc, je pense qu'il faut aussi que vous puissiez bien clarifier ça avec le groupe. Voilà. Mais je pense que dans plein de cas, ça peut faire du sens. Et là, Agnès, Marie Garnier, Métro, j'ai une petite question un peu dans la même lignée, sur l'articulation entre la politique RSE et la raison d'être et comment ça s'articule, comment on bascule de l'un à l'autre. Pour moi, c'est une question très d'actualité, entre guillemets. Je vous enverrai. Nous, Eva Vista, nos confrères, ont produit un papier là-dessus. Je vais vous l'envoyer. En fait, tout ça, c'est assez… ça va s'éclairer peut-être avec des slides que je montrerai après, mais c'est assez complexe parce que dès lors qu'on le voit bien ici, la raison d'être, ou dans ma définition de la page précédente, c'est une contribution aux grands défis de notre activité. On va aller chercher dans les ODD. Et puis que là, on voit bien que si on est société à mission, les objectifs sont sociaux ou environnementaux. On va bien aller chercher dans le patrimoine RSE de l'entreprise la matière pour nourrir cette raison d'être. Et alors, sauf que ce qu'on peut dire, c'est que la raison d'être, en général, elle est plus globale, vous allez le voir, que la démarche RSE. Elle va aussi chercher des engagements financiers vis-à-vis des actionnaires, etc. Elle ne s'adresse pas qu'aux parties prenantes classiques de la RSE. Et en même temps, la RSE ne se résume pas à la raison d'être. C'est-à-dire, par exemple,
j'ai beaucoup parlé avec Pierre Victoria de Veolia, qui me disait, dans la mesure où maintenant on crée une direction à l'intérieur de l'entreprise pour suivre la raison d'être, on se demande si la direction RSE ne va pas être dépouillée, déshabillée, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs, beaucoup de sujets qui sont des sujets RSE. Et en fait, non, ils ont réussi quand même à trouver une articulation parce que la direction RSE, elle reste garante de tout ce qui va se faire sur les plans d'action RSE. Et les gens de la raison d'être, ils vont suivre des sujets plus globaux, suivre ce qu'ils appellent chez eux la performance plurielle, je crois. Mais je pense que… Et donc, dans le document de Nueva Vista, Anne-France, elle dit que la RSE, c'est quand même se préoccuper de notre responsabilité et de notre impact, on va dire. Voilà. Que la raison d'être, c'est se préoccuper de notre utilité. On n'est pas exactement sur les mêmes sujets. Je vais surtout vous envoyer leur document parce que je trouve qu'il est bien fait. On voit bien. Merci. Et alors, les deux chantiers, c'est drôle parce qu'on reçoit beaucoup de consultations en ce moment d'entreprises qui veulent travailler sur les deux, qui veulent formuler une raison d'être et se doter d'une démarche RSE. Et en fait, je pense que souvent, c'est quand même, quand on n'a pas de démarche RSE, c'est mieux de travailler sur son chantier raison d'être avant, parce que c'est quand même censé être l'étoile polaire. Voilà. Et après, ça, ce sont des cas assez rares, parce que souvent, les entreprises ont déjà des démarches RSE. Et on va voir, par exemple, que si vous avez déjà fait un exercice de matérialité, c'est super utile quand on travaille sur la raison d'être. Donc, par exemple, moi, j'ai accompagné des missions. Je demandais au COMEX quel est le lien entre raison d'être et RSE, et il y en a qui quand même étaient capables de me dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Et on voyait même des copiles, des comités de pilotage dans lesquels la direction RSE n'était pas. Donc, il y a vraiment besoin aussi de clarifier tout ça. Mais bon, je vais essayer de le faire avec la méthode, si je peux. Ok, merci beaucoup. Une question, Agnès. Ouais. Pardon. Donc là, on a vu un peu comment, en quoi consistait la qualité de société à mission. Et j'ai du mal à y voir de l'intérêt par rapport à une labellisation. Parce que j'ai le sentiment que finalement, la labellisation, à la limite, ça va nous apporter une visibilité et une projection, en fait, une obligation d'être en amélioration continue que la qualité de société à mission ne nous apporte pas. Et finalement, il n'y a pas de contrainte non plus d'un certain niveau à avoir pour être qualifié. Moi, j'ai animé un webinaire sur les labels, là. Je ne sais plus si c'était chez vous ou pas, mais bon. J'en anime pas mal en ce moment et je fais un parallèle entre les labels généralistes de type Lucie, RSE engagé, Bicorp, les labels sectoriels comme le vôtre, enseigne et commerçants, et puis la société à mission, et puis EcoVadis, tu vois, je fais même la totale, quoi. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que vous vous posiez vraiment… D'abord, ce n'est pas incompatible, hein, vous pouvez être société à mission et enseigne responsable, quoi, bon. Et Bicorp, voilà, bon. Mais surtout, moi, j'essaie d'inviter mes interlocuteurs à vraiment réfléchir, comme vous venez de le faire, là, à l'intérêt que ça va avoir, parce que vous pouvez… comment vos clients vont… vous n'allez pas mettre un logo société à mission sur vos produits, hein, dans les magasins. Bien d'accord. D'ailleurs, vous ne devriez pas mettre de label Bicorp non plus, hein, mais bon. Alors qu'il y a eu des dérives dans ce domaine. Donc, est-ce que vos clients vont y être sensibles? Est-ce que ça vous fait rentrer dans une communauté qui vous intéresse? Parce que vous allez avoir beaucoup de dialogues et d'échanges avec vos pairs et ça va vous faire quand même progresser. Est-ce qu'en termes d'affichage, ça fait le job? Est-ce que vos dirigeants sont hyper sensibles à ça? Et du coup, de toute manière, vous n'allez pas y couper. Ils vont vous dire, il faudrait qu'on soit société à mission en 2022. Mais je pense, moi, je vous rejoins. Moi, je pense que… moi, j'ai fait partie des groupes de travail à la plateforme RSE sur les labels sectoriels. Là. Je pense que le label sectoriel, c'est vraiment la voie. C'est ce qui va être de plus en plus reconnu parce que ça correspond à des démarches pertinentes.
pointues qui correspondent à vos enjeux sectoriels. Voilà. Et moi, je pense que le fait de faire partie de la communauté des sociétés à mission, ça dit quoi? Ça dit que vous faites partie d'une mouvance. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde avec précision, donc il y a une centaine de sociétés à mission, il y en avait 88 fin 2020, mais ils nous ont dit une centaine la semaine dernière, sachant qu'il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont formulé leur raison d'être, mais il n'y en a que 123 qui sont sur 150 maintenant, je crois, qui sont sur le site de Leplay, qui est un cabinet juridique. Et en tout cas, quand on regarde, je n'ai pas pensé à vous remettre là le visuel, mais quand on regarde le profil des sociétés à mission, il y a quand même beaucoup de petites boîtes. Je crois que plus de 50% ont moins de 50 salariés. Il y a beaucoup de sociétés de services et beaucoup de cabinets de conseil, d'agences de com et beaucoup d'entreprises en Île-de-France. Voilà. Et donc, on est vraiment sur un mouvement d'entrepreneurs qui veulent dire qu'ils sont responsables dans leur pratique. Mais moi, je pense que pour moi, c'est beaucoup moins pertinent que d'avoir des labels produits, je n'ai pas parlé aujourd'hui, des labels RSE, ou de viser une bonne évaluation EcoVadis. Alors, je ne sais pas si ça vous est utile, mais par exemple, dans beaucoup de secteurs, c'est incontournable aujourd'hui. Et donc, moi, je vois même des donneurs d'ordre qui disent à leurs fournisseurs, si vous n'êtes pas au moins Silver EcoVadis, on arrêtera de travailler ensemble, quoi. Il faut savoir, et comme vos équipes sont souvent courtes en RSE, vous ne pouvez pas mettre votre énergie dans le même panier, quoi. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire partie aussi d'une communauté, et pour le coup, la communauté Génération Responsable, enfin, je ne suis pas payée par Jocelyne, mais elle vous est très utile aussi, quoi. Bon, voilà. Excusez-moi. Moi, j'ai une question, Bérangère, Société 8. Mais alors, du coup, effectivement, si on va jusqu'au bout du discours, il y a aussi beaucoup de webinaires qui disent qu'en fait, si on s'arrête à la raison d'être, ça peut être aussi perçu comme juste un gros coup de com' où on a fait une très belle phrase avec 2-3 engagements, et ne pas devenir société à mission serait du pur purpose washing. C'est quand même ce qui est dit quand même un certain nombre de fois. Donc, du coup, est-ce que même la raison d'être, est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une feuille de route qui soit crédible et effectivement quelques labels qui nous permettent un peu de justifier et d'avoir des preuves effectivement de notre démarche responsable, et s'arrêter là? Et même, j'ai envie de vous dire que pour moi, la raison d'être, quel est vraiment l'intérêt, à part un coup de com'? Ouais, alors, moi, je vais essayer de vous démontrer dans ce que je vais présenter derrière que c'est pas... à la limite, vous pourriez même ne pas la communiquer, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est l'exercice raison d'être. Et en fait, moi, je l'ai découvert un peu par hasard, hein, parce que nous, on intervient sur la RSE depuis des années, mais d'abord, on avait quand même beaucoup de mal à voir les COMEX et les conseils d'administration, voire on ne les voyait jamais, bon. Et puis, on n'avait pas de réflexion aussi stratégique et à aussi long terme avec nos clients, je trouve. Et donc, quand on regarde la manière dont vous pourriez mener l'exercice, hein, après, ce n'est pas obligatoire de le faire comme ça, mais c'est vraiment très intéressant, très stratégique, très structurant. Alors, ça se matérialise par une raison d'être, une phrase de raison d'être, mais ça se matérialise surtout par des engagements, une feuille de route qui va être beaucoup alimentée par votre démarche RSE d'ailleurs, mais ça lui donne tout d'un coup, je trouve, une dimension beaucoup plus stratégique. Et nous, on a souvent dit que c'était le chaînon manquant là, entre la strat business et la démarche RSE de l'entreprise. D'accord. Voilà, donc, moi, je pense que du coup, ça vaut le coup. Voilà. D'accord. J'essaye de déflorer un peu le livrable. Ça, vous l'avez déjà vu avec Sylvie, mais c'est en gros, quand on va travailler sur la raison d'être, on n'est pas sur les valeurs, hein, comment on fait les choses, le comment, qui on est, quel est notre métier. On est vraiment sur à quoi on sert, quelle est notre utilité, pourquoi on existe, à quel grand défi on contribue. Ça, je vous les enverrai, mais c'est vraiment donc se poser des questions sur à quoi on servira demain, pourquoi nos équipes ont envie de se lever le matin,
comment ils pourraient se dire qu'ils construisent une cathédrale et pas qu'ils sont en train de tailler un mur de pierre, comment nos parties prenantes nous regardent, sur quoi vont-elles nous attendre demain. Et donc, c'est vraiment réfléchir et se poser des questions de fond qu'on ne se pose pas tous les 4 matins dans nos organisations. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand on travaille sur la raison d'être, on travaille sur un point de vue. Ça, c'est une notion que je trouve très intéressante que Sylvie a apportée à l'équipe. Sylvie, elle avait travaillé avant avec Balthazar, qui est un cabinet confrère qui travaille aussi sur ces questions et qui faisait réfléchir à ses clients sur le point de vue que le client, qu'on porte sur les enjeux de notre secteur, on va dire. Et dans le film que vous avez peut-être vu de Michelin, qui présente la raison d'être de Michelin, il y a vraiment toute une approche sur leur conception de la mobilité. Disons, en fait, la mobilité, et qu'on pourra retrouver peut-être chez Carglass, je ne sais pas si c'était forcément ça l'angle d'ailleurs, mais en tout cas, la mobilité, aujourd'hui, c'est presque un bien essentiel, quoi. Sans mobilité, vous n'avez pas accès à l'éducation, vous n'avez pas accès au travail, vous n'avez pas accès à la santé. Et donc, il y a toute une réflexion sur les enjeux de la mobilité pour l'humain. Chez Yves Rocher, il y a toute une réflexion autour de l'impact que la nature a sur le bien-être des humains. Et à la Maïf, vous avez certainement vu la raison d'être de la Maïf, et qui parle beaucoup de la notion d'attention sincère portée à l'autre. Donc, ça veut dire que dans une méthodologie, mais j'y reviendrai tout à l'heure, raison d'être, il y a une réflexion aussi sur ces dimensions-là. Alors, après, si on regarde ce qu'est la raison d'être, ça, je pense que c'est un slide que Sylvie avait déjà dû présenter, mais j'en arrive assez vite au livrable derrière, mais la raison d'être, ce n'est pas ce que fait l'entreprise. On a vu des raisons d'être publiées qui ne disent rien du why, qui disent juste quel est le métier de l'entreprise. Ce ne sont pas non plus les valeurs, c'est-à-dire la manière un peu particulière que vous avez d'exercer votre métier, et ce n'est pas non plus une ambition stratégique business. Ce n'est pas être leader européen de votre secteur. Mais en tout cas, la raison d'être, donc, ça surplombe tout ça. C'est une autre façon de penser, de réfléchir à son métier en se disant, un peu comme vous l'illustriez tout à l'heure d'ailleurs avec Carglass, c'est-à-dire à quoi on sert, qu'est-ce que nos clients ne feront pas, ou feront de mieux grâce à nous. Voilà. Et on a tendance à dire que la raison d'être, elle va ensuite se décliner à tous les niveaux de l'entreprise, aussi bien sur la plateforme de marque, si on prend l'angle marketing, que sur la plateforme employeur, si on prend l'angle RH, que sur les orientations business, si je prends l'angle stratégique. Voilà. Et donc, ça veut bien dire aussi que le travail sur la raison d'être, il ne s'arrête pas évidemment à la formulation de la phrase, ni à ce qui est aux engagements associés, mais en général, il va pas mal se déployer. Là, on vient de répondre à un appel d'offres pour Paris La Défense, qui réfléchit à sa raison d'être. Et bien, dans le cahier des charges, il y avait tout le travail à faire sur la marque, la plateforme de marque, la signature de marque et la marque employeur. Sur un sujet que vous connaissez bien, donc Maison du Monde, Fabienne et Rémi Pierre, ils ont fait ensuite un énorme travail avec chaque direction de l'entreprise, chaque codir des différentes directions pour décliner la raison d'être dans des actions concrètes à leur niveau. Voilà. En fait, c'est finalement un exercice très stratégique où on va réfléchir à notre business à plusieurs années. Voilà. Et nous, on adore ce benchmark qui est celui de Veolia, et je vais m'en servir là, ce matin sur la méthodo, mais parce que le cahier de raison d'être de Veolia, que je ne sais pas si Sylvie vous l'a envoyé, mais il nous semble très intéressant parce qu'il y a d'abord un édito d'Antoine Frérot en première page qui explique comment Veolia s'est vraiment posé la question de son utilité et de sa place dans la société. Il reprend des phrases du type « il n'y aura pas d'entreprise gagnante dans un monde qui meurt ». Enfin, bon, bref. Ensuite, il y a une phrase de raison d'être
qui n'est pas ce qu'il y a de plus réussi, que vous voyez en gras dans l'encart bleu. On ne va pas rentrer dans le détail, c'était plus pour vous donner la dynamique générale. Et cette phrase, moi je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans leur raison d'être. Elle est très longue. En fait, ils étaient embarrassés par la signature de Veolia qui est ressourcer le monde. Et la com poussait beaucoup pour que ça soit ça le cœur de la raison d'être. Ils ne voulaient pas ils voulaient aller au-delà et du coup la phrase est un peu longue. Mais ensuite, il y a un manifeste qui est donc toute cette partie en bleu qui décline la raison d'être en définissant les différents termes, en expliquant pourquoi ça parle à toutes les catégories de parties prenantes, aux collaborateurs comme aux clients. Et puis, ensuite, il y a des engagements qu'on va détailler après. Vous voyez aussi les pictos des ODD qui sont rappelés, et des engagements très précis avec des échéances 2023, parce que le plan stratégique de Veolia est calé sur 2020-2023. Et la dernière page que vous voyez en bas à droite, c'est la gouvernance dont Veolia va se doter pour suivre l'alignement à cette raison d'être. Et donc, en fait, vous voyez que c'est une phrase des engagements et une gouvernance, mais qui n'a pas de vocation pour l'instant ni à l'inscrire dans les statuts, ni à devenir société à mission, sauf que c'est complètement structurant, avec des renoncements, notamment, ils se désengagent progressivement du charbon, etc., et complètement lié au projet stratégique de l'entreprise. Alors, est-ce que j'ai... Oui, je crois que je vais vous le détailler après. Dans ce que Sylvie avait préparé là, mais je ne vais pas m'apesantir longtemps, c'est l'idée que la phrase de raison d'être, si j'ai critiqué un peu celle de Veolia, mais elle doit quand même attirer votre attention particulière parce qu'on dit souvent, et on verra dans les critères qu'on propose, mais qu'une phrase de raison d'être, ça doit quand même parler de vous. Idéalement, ça devrait être un peu différenciant de vos confrères sur le marché et ce n'est pas toujours le cas comme on le voit ici. Après, je ne sais pas si sur Veolia, c'est la bonne phrase de raison d'être. Genre Mobivia, pardon. Voilà. Alors, donc, quand je regarde plus précisément celle de Veolia, en fait, vous voyez que en fait, elle s'adresse aux parties prenantes donc, qu'ils ont résumées en 5 catégories, la planète, la société, les clients, etc. On voit les ODD rappelés là parce qu'on est bien en train de parler de nos contributions aux grands défis. Dans l'intérieur, dans l'arrondi des parties colorées, vous voyez leurs 5 axes d'engagement qui pourraient d'ailleurs être des engagements à inscrire dans la mission. Hein. Combattre les pollutions, accélérer la transition écologique ou accroître la prospérité et les résultats dans la durée qui s'adressent aux actionnaires. Non, sauf que ça ne serait pas environnemental ou social, mais bon. Et à l'intérieur du cercle blanc, il y a 18 engagements qui traduisent ces 5 axes. Et si on les regardait de plus près, j'ai grossi les engagements environnementaux, là, mais sur la lutte contre le dérèglement climatique, on voit bien qu'il y a une cible 2023 qui est de faire en sorte que 30% des investissements planifiés, enfin, je sais plus, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'en général, le livrable, enfin nous, qu'on essaie de construire avec nos clients, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que c'est une phrase, un manifeste, des engagements, des échéances, des indicateurs. Voilà. Est-ce que ça vous évoque des questions ou... Oui, moi, ça une question à nouveau, Agnès. Désolée. Donc, du coup, ça ressemble à un rapport développement durable, en fait. En moins de texte, mais peut-être plus. Est-ce que sur la performance économique et financière, vous allez... Oui, on a un document de performance extra-financière qu'on a fait nous. On n'est pas en obligation légale, mais on l'a fait nous. Et sur la performance commerciale aussi? Oui. Je ne parle pas des déchets dangereux, mais je parle des solutions innovantes, par exemple, de la satisfaction des clients et des consos. Vous le prenez déjà en compte?
On y travaille, ça. Parce que Fabrice Bonifay de Bouygues disait l'autre jour dans une conférence, en même temps, une RSE, pas innovante, mais une RSE 3.0, c'est de toute manière une RSE qui englobe déjà les enjeux économiques, financiers, commerciaux, etc. Ce n'est pas une RSE qui se limite à la performance environnementale, sociale et sociétale. Donc, on pourrait considérer que la raison d'être, finalement, ne se traduit que par des engagements RSE. Voilà. Donc ça, on peut le voir comme ça, mais on a vu aussi dans beaucoup d'entreprises des RSE qui, quand même, se cantonnaient, si je me mets là, plutôt à nos parties prenantes, salariés, société, planète. Je caricature un peu, mais en même temps, quand vous dites ça ressemble à un rapport RSE, on voit bien ici qu'on n'a retenu que 18 engagements, enjeux, pardon, et peut-être que votre feuille de route RSE, elle est quand même beaucoup plus conséquente que ça. Pas forcément, enfin si on rentre beaucoup dans le détail peut-être, mais non, globalement c'est très structuré, ça me fait vraiment penser à notre démarche en fait. Peut-être que dans votre cas, ça ne fait que remonter la démarche RSE au niveau le plus stratégique, parce que en fait, là, ce que je vous présente chez Veolia, c'est 18 mois de boulot, 13 versions différentes de la RSE, je ne sais combien de réunions du COMEX et du CA, et c'est une consultation de 400, de l'ensemble des cadres, des focus group, plusieurs focus Est-ce qu'on group. peut justement rentrer dans la méthodologie? Ça, c'est hyper intéressant d'avoir ces 18 mois, comment ça s'est passé? Alors, je vous en présente une et je vais illustrer à partir de Veolia en détail. D'accord ? Ok. Donc moi, je pense que là, il faut vraiment que… je vais rentrer dans le détail avec ça plutôt. Alors, il y a l'idée de construire un comité de pilotage. Donc, c'est super important que votre comité de pilotage il soit le plus complet possible. Moi, j'ai vu des comités de pilotage où il n'y avait pas la direction RSE, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en tout cas, où il y avait, par exemple, la direction de la marque ou de la DIRCOM ou la direction marketing qui faisait très clairement pencher le sujet du côté signature de com, exercice de com, signature de marque. Donc, dans un comité de pilotage, il faut vraiment que la RSE soit présente, voire que ce soit elle qui soit à l'origine du projet et qui soit en pilotage. Et puis, idéalement, des gens qui sont de la DRH, des gens de la com, des gens peut-être de la stratégie, si vous avez une direction de la stratégie. Donc, voilà, il y a l'idée de la comité de pilotage. Deuxième chose, là, je le dis plus du point de vue cabinet de conseil, mais si vous pilotez ça en interne, parce que la communauté des entreprises à mission montre dans son baromètre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça en interne, sans être, je crois qu'il y en a la moitié à peu près, sans faire appel à des conseils externes. Donc mais en tout cas, il y a un travail de recensement à faire que je vous décris ici, qui consiste quand même à remettre à plat toutes les expressions de l'entreprise, c'est-à-dire comment l'entreprise parle de sa stratégie, est-ce qu'il y a des éléments sur son histoire, quelle était l'intention des fondateurs, donc ça c'est toute une analyse documentaire. Il y a aussi tout ce qui est dit sur l'entreprise en termes de plateforme de marque, justement, de promesses commerciales. C'est intéressant aussi qu'on regarde si vous avez une analyse de matérialité, cartographier les parties prenantes, parce que vous allez à un moment donné du process aller interroger les parties prenantes. Donc, essayons de voir quelles sont celles qu'on a considérées comme étant plus importantes ou plus stratégiques. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre contribution aux ODD? Quelle est évidemment la démarche RSE? Est-ce que le modèle d'affaires a été décrit, etc. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les concurrents se sont déjà prononcés ou pas sur leur raison d'être, d'autres acteurs de votre écosystème. Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent être un peu inspirantes? Est-ce que vous avez aussi des éléments de prospective? Ça va être super important puisqu'on va essayer de se projeter dans 10, 20, 30 ans. Voilà. Et puis, ça peut être intéressant aussi, quand vous démarrez, d'entendre des témoins clés, notamment de l'histoire ou du futur d'ailleurs,
En tout cas, il va y avoir un travail important à faire avec les membres du COMEX et les membres du CA. En fait, si je fais un zoom là-dessus, petit retour d'expérience, mais il nous est arrivé que les membres du COMEX ne soient pas du tout impliqués dans le process, qu'ils ne soient consultés qu'en fin de parcours pour trancher entre plusieurs versions. Et compte tenu de ce que je vous ai présenté avant, c'est vraiment une aberration. Hein. En fait, l'idéal, c'est vraiment de démarrer par un travail à faire avec votre gouvernance, quitte à d'ailleurs décider que le projet est abandonné si on se rend compte qu'il n'y a pas d'alignement sur l'exercice qu'on est en train de conduire. Et, typiquement, excusez-moi, j'ai un message qui s'affiche. Typiquement, moi, je connais des directions RSE qui ont fait un gros travail d'acculturation de leur COMEX et parfois même du CA avant de démarrer. Je vous ai mis un visuel là d'un pré-read. Moi, je vous conseille de faire ça. Nous, on le fait beaucoup au démarrage de mission. En fait, on envoie à tous les participants du COMEX un document. Alors, ça peut être un document mis en forme comme ça, ou ça peut être une revue de presse régulière. Fabienne Morgot, elle a beaucoup fait ça pour le COMEX de Maison du Monde. Elle les a nourris très régulièrement de la littérature, de la presse et de ce qui sortait sur les réseaux sociaux sur tout ce qui est raison d'être et société à mission. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que c'est là qu'on va vraiment aussi trancher pour savoir jusqu'où on est prêt à mettre le curseur. Est-ce que vraiment le COMEX est aligné sur le fait que c'est un exercice transformatif ou est-ce qu'ils voyaient juste ça comme un exercice de com? Est-ce qu'ils y tiennent? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'à la société à mission ou pas? Est-ce qu'ils sont prêts à passer ce cap? Est-ce qu'ils voient bien ce que ça va représenter en termes de création d'un comité de mission? Voilà. Donc, les recommandations qu'on vous fait ici, c'est de dire, nourrissez-les pour qu'ils se forgent vraiment une idée de ce que c'est que ce sujet. Deuxièmement, menez des interviews. Ça me semble vraiment très important parce que vous allez pouvoir vous rendre compte des décalages. Et puis, réunissez-les pour vraiment démarrer le projet par une vision commune et partagée. Voilà. Il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là. Comme un process raison d'être. Moi, les plus courts que j'ai vus, c'était 4 mois. Et puis là, j'ai parlé de Veolia 18 mois. Il va y avoir quand même d'autres sollicitations du COMEX et ça vaut le coup de vous mettre en perspective, de les nourrir tout au long du process. Voilà. Deuxième point, est-ce qu'il faut ou pas consulter les parties prenantes dans un exercice et quand le faire? Donc, en fait, il y a eu un peu de tout. Enfin, moi, je vois un peu de tout dans les missions qu'on a menées. Ça a dépendu beaucoup de la culture de nos clients. Donc, vous pouvez très bien consulter les parties prenantes avant de faire le travail que je vais vous décrire ensuite. Qu'est-ce que ça va vous apporter comme info? Ça va vous donner une idée de ce que les parties prenantes attendent de vous, des grands défis sur lesquels on vous voit. Ça va vous donner une idée de leur volonté de contribuer au sujet. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont consulté, par exemple, l'interne très largement avant de démarrer. C'est le cas d'Orange. Je ne vous ai pas remis ici le visuel, mais Stéphane Richard s'est adressé directement à tous les collaborateurs d'Orange en leur proposant de répondre à un certain nombre de questions. Ils se sont appuyés sur une appli Toguna. Et donc, voilà, ils ont remonté une large moisson d'idées, d'input, d'insights, etc. Il y a des entreprises. Nous, dans les missions qu'on a menées, on a plutôt consulté les collaborateurs après avoir fait un premier travail de défrichage, parce qu'on se dit que, ça dépend d'ailleurs beaucoup de la culture de l'entreprise, mais ce n'est pas évident d'envoyer comme ça un grand filet de pêche, parce qu'on suscite aussi un paquet d'attentes, etc. Et qu'au moment où on va refermer l'entonnoir, parce qu'on va y être obligé, on risque de générer des frustrations. Enfin, on a plutôt préféré, nous, des consultations un peu plus ciblées, vous allez le voir un peu plus loin. Il y a d'autres entreprises qui ont consulté leurs parties prenantes externes en amont, assez largement. J'ai en tête un groupe média
qui, dans la mesure où vous voulez alimenter les réflexions du COMEX par une vision un peu prospective, nous a demandé d'aller interviewer des parties prenantes qualifiées, c'est en amont. Chez Maison du Monde, par exemple, on a interviewé une partie des parties prenantes externes en amont. Mais moi, j'ai mené un certain nombre d'entretiens et j'avoue que c'était assez pauvre ce qu'on a remonté, à part des interviews avec l'ADEME, par exemple, qui étaient assez intéressantes, pour parler de l'habitat de demain, etc. Mais bon, voilà, je trouve que quand on interviewe des parties prenantes très en amont, ce qu'on récolte n'est pas toujours suffisamment puissant. Après, ça dépend beaucoup de la culture de votre entreprise, parce que vous pouvez vous dire, on veut en faire vraiment un projet collectif, et donc, évidemment, on va consulter nos salariés dès le démarrage. Alors, nous, on préfère travailler comme ça. Je vous donne des idées de notre méthode. Et après, vous voyez comment vous voulez avancer, évidemment. Mais en tout cas, nous, on se dit que ce qui est pas mal, c'est de travailler avec un petit groupe de contributeurs qui sont des gens qu'on va choisir selon un certain profil, vous allez le voir, et qu'on va faire travailler, qui défrichent un peu la matière, et la matière qui va être ensuite partagée avec le COMEX et avec l'ensemble des collaborateurs, mais qui en tout cas va atterrir sur un format un peu plus malléable, travaillable. Enfin. Et que une fois qu'on a fait ce travail avec ces contributeurs, c'est à ce moment-là qu'on consulte notamment les parties prenantes externes en leur demandant de réagir à des pistes pour savoir s'ils considèrent que votre entreprise est crédible et légitime sur tel et tel type d'engagement. On trouve que ça renforce la robustesse de ce qui va être partagé, et puis on fait valider un certain nombre de choses par la gouvernance avant de consulter beaucoup plus largement l'ensemble des collaborateurs. Voilà. On trouve que cette façon de faire produit des meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce qu'on fait faire à ce groupe de contributeurs? On les fait réfléchir sur cette double croix. On a déjà partagé pas mal, je crois, dans des livrables. En fait, si vous voulez, tout l'enjeu en fait, de ce travail, je vais revenir un peu en arrière pour qu'on voit que ça, c'est de se dire à quoi ressemblait l'entreprise hier, à quoi on contribuait, quel était notre marché, qui étaient nos concurrents, comment était notre corps social, à quoi ressemblait notre gouvernance, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, à quoi on répond, etc. Et qu'est-ce qu'on veut devenir demain, compte tenu de ce qu'on pressent de l'évolution de notre écosystème. Voilà. Et donc ça, c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical qui est toujours en présence, c'est qu'est-ce qu'il y a comme grand défi, qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs comme grand défi hier et qu'est-ce qu'on pressent pour demain, et qu'est-ce que nous, on a comme valeur, comme stratégie, comme démarche RSE, quel est le socle, quel est le patrimoine RSE dans lequel on va pouvoir aller puiser pour prendre ces fameux engagements. Et donc ça se travaille avec ce groupe de contributeurs. Moi, je vous le recommande, je trouve que c'est une bonne pratique. Vous les réunissez 3 fois. Il y a possibilité de faire plus court, en 2 ateliers si vous êtes une plus petite entreprise. Et les personnes qui sont choisies, elles doivent être agiles, elles doivent être innovantes. Alors, certaines doivent bien connaître l'entreprise, évidemment. Il ne s'agit pas de prendre que des nouveaux, mais c'est intéressant aussi d'avoir dans le groupe des gens qui ont vraiment un œil neuf. Dans le groupe La Poste, Muriel Barnéo avait choisi une équipe d'une 15aine de personnes qui étaient déjà identifiées dans l'entreprise. Le terme, ce n'est pas les hauts potentiels, c'est un nom différent, mais c'est un peu ça l'idée. C'est des gens vraiment qui avaient du souffle. Hein. Et en fait, les 3 ateliers, vous voyez, assez basiquement, sont plutôt sur hier, qu'est-ce qu'on était, et aujourd'hui, demain. Et puis le 3e amène à formuler, vous allez voir, ce qu'on appelle des univers. Ça, vous pouvez le faire en présentiel, ça serait idéal, mais évidemment, aujourd'hui, souvent, c'est sur Zoom. Voilà. Et les outils que vous pouvez utiliser, je ne vous les laisserai pas parce que c'est volontairement flouté, mais vous pouvez réaliser, nous, ce qu'on appelle le visioning. C'est vraiment un grand craft, si on est en présentiel, où on fait ce fameux exercice spatio-temporel là, que je viens de vous montrer, en disant quelles étaient les tendances sociétales hier, le retail, notre gouvernance, notre stratégie, l'activité, l'équipe, la plateforme de marque, etc. Et vous voyez qu'on se
promène sur une échelle de temps. Ah oui, c'est Maison du Monde que j'ai repris, mais en 96, au moment où Xavier Marie a fondé l'entreprise, aujourd'hui, et à quoi tout ça, ça ressemblera en 2050. Et en fait, on a fait cet exercice avec les contributeurs et on l'a d'ailleurs fait aussi avec le COMEX. C'était en sous-groupe, c'était très intéressant. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes une grande entreprise et si vous voulez y mettre les moyens, utiliser la contribution d'un prospectiviste. Enfin, quand vous êtes sur l'histoire, par exemple à la Poste, c'est pas miraculeux, mais c'est du luxe, mais il y avait un historien qui connaissait très très bien la maison et qui a été associé à l'atelier numéro 1. Voilà. Il y a aussi toute une direction de la prospective. Voilà. Mais on a accompagné CNP Assurance l'année dernière. Ils venaient de créer une direction de la prospective qui venait de faire réaliser une enquête par l'IFOP, je crois, sur le devenir du monde de l'assurance. Donc, voilà, cette dimension de prospective, elle est très utile si vous pouvez voilà, la mettre en œuvre. Et alors, sur quoi on atterrit, c'est un petit outil maison, mais que vous pouvez reproduire aussi, c'est que quand le travail des ateliers, il va générer beaucoup de matière sur ce qui en est, c'est le what, mais ça, on le laisse de côté, le why, le how, qui sont nos valeurs, on le laisse de côté. Et en fait, on récupère pas mal de matière sur à quoi on contribue. Voilà. Quel est notre why, quelle est notre raison d'être. Voilà. Et donc, cette matière-là, on la classe par grandes catégories. On appelle ça des univers, ça peut être des briques angulaires, tout ce que vous voulez, mais parce qu'en fait, c'est assez facile dans les chantiers raison d'être de générer de la matière. Les phases d'émergence, c'est facile, mais converger, c'est quelque chose de plus compliqué quand même. Et donc, en fait, le fait de passer par ce qu'on appelle ces univers, ça a le mérite de concentrer la matière en plusieurs catégories sur lesquelles on va demander donc, justement au COMEX ou aux parties prenantes externes ou aux parties prenantes, vos collaborateurs de trancher. Et là, j'ai pris l'exemple de l'aéroport de Paris, je crois. Vous voyez qu'il y avait un univers connexion. Donc, à quoi sert un aéroport? À connecter des humains, des mondes, des cultures, etc. Il y a un univers évasion, évidemment, quand on prend l'avion, voilà, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Il y a un univers création de valeur territoriale. Alors, on ne le sait pas forcément, mais quand on a créé Roissy, Orly, c'était aussi pour travailler œuvrer sur l'attractivité des territoires. Il y a il y a un univers fédération parce qu'il y a plus de 150 métiers qui travaillent dans un aéroport, enfin bon, etc. Je passe rapidement parce que je ne vais pas rentrer dans la confidentialité. Chez Maison du Monde, on a trouvé 8 univers. Et Fabienne en parle quand elle faisait des conférences sur le sujet, parce qu'elle trouvait que c'était très important de passer par cette étape pour ne pas se retrouver avec un fatras d'informations. Voilà. De ces univers, donc ces univers, ils sont retenus ou pas. Et en fait, en général, la phrase de raison d'être, elle doit émerger d'un atelier d'écriture. Et cette phrase, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Donc, on les a classés, on en a identifié un certain nombre. On s'est dit que la phrase, idéalement, elle doit être simple, synthétique. Enfin, Martin dit souvent qu'elle pourrait être écrite sur un t-shirt. Tu vois, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Vraiment. Elle devrait idéalement être stable dans le temps parce qu'il faut qu'elle résiste à l'épreuve des modes. Enfin, il ne s'agit pas d'en changer tous les 4 matins. Et sur le fond, il faut vraiment qu'elle soit idéalement inspirante, qu'elle parle de l'avenir, voilà, qu'elle ne soit pas trop flat, qu'elle soit singulière. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile, mais dans votre secteur d'activité, on devrait idéalement pouvoir vous reconnaître, qu'elle soit crédible, voilà, qu'on ne promette pas la lune, qu'elle exprime vraiment une contribution et pas un impact et pas autre chose. Et puis qu'elle puisse ensuite être traduite pour les différentes parties prenantes. On a vu des raisons d'être qui ne s'adressaient par exemple qu'aux clients. C'était flagrant. Voilà. Je vais dire 2 mots, je vois l'heure tourner, 44. Je vais dire 2 mots, je pourrais peut-être approfondir lors du prochain atelier si vous voulez, s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse. Mais je voulais juste dire 2 mots sur le déploiement.
parce qu'on a encore peu de retours d'expérience sur le déploiement parce que c'est encore très neuf tout ça. Sylvie, dans son cabinet précédent, a accompagné 2 déploiements, donc je ne citerai pas les exemples parce que ça appartient à ce cabinet, mais voilà, c'était encore très récent. J'ai juste pris pour illustrer des exemples de Solvay et d'Evian. Bon, je vous les enverrai, ça, parce que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais l'idée, c'est que la raison d'être, il va falloir, si vous voulez qu'elle soit vraiment comprise, partagée et mise en œuvre, la décliner dans l'ensemble de l'organisation. Ça peut se faire par des roadshows. Là, j'ai repris l'exemple de Solvay qu'on a accompagné, mais sur la strate business et RSE, mais qui aurait presque pu être une raison d'être, que vous retrouvez à droite. Et donc, Solvay, à l'époque de Jean-Pierre Clamadieu, a décidé de faire un module de 2 heures animé auprès de tous les collaborateurs de l'entreprise par les managers de proximité, eux-mêmes formés par les champions et les correspondants. Voilà. Et Evian, de même, avec Water for the Future, avec carrément déploiement dans les usines auprès des collaborateurs, avec aussi 2 heures d'ailleurs, une plénière d'1 heure et un jeu de plateau pour bien comprendre. Voilà. Ça, c'est des exemples de déploiement. Et j'ai presque fini, mais le déploiement, il faut le penser tout en cours de parcours, tout au long, même s'il est vraiment formalisé qu'à la suite. Et en tout cas, l'inscription de la raison d'être dans les feuilles de route et les plans de projet d'entreprise et les plans stratégiques, ça peut prendre diverses formes. J'ai juste écrit ça ce matin parce que Sylvie n'avait pas prévu de slide là-dessus, mais on accompagne en ce moment la Mutuelle Générale, qui est une compagnie d'assurance, et en fait, on travaille en ce moment avec le COMEX sur comment traduire la raison d'être dans le projet d'entreprise et dans les feuilles de route des différentes directions. Et c'est un atelier COMEX, des interviews de chaque membre, un deuxième atelier COMEX. Donc, ça peut se situer à ce niveau-là. Paris La Défense, dans leur appel d'offres, ils mettaient un séminaire de l'ensemble des managers, puis des groupes de travail d'une demi-journée par codir de chaque direction. Enfin, voilà, il y a un plan d'accompagnement et je vais terminer sur les erreurs à éviter, mais surtout répondre à vos questions. Justement, j'avais la question sur la première ligne, sur le projet d'entreprise versus la raison d'être. Je ne vois pas très bien, moi, je vois un projet d'école pour avoir des enfants, un projet d'établissement, un projet d'entreprise. J'avoue que je ne suis pas familière. Il y a des entreprises qui, plutôt que de fonctionner par plan stratégique, appellent ça projet d'entreprise. C'est appelé CAP 2021. Et typiquement, sans déflorer trop de confidentialité, mais à la Mutuelle Générale, ils ont un projet d'entreprise sur 3 ans où ils se sont fixés vraiment des priorités sur les offres, sur le déploiement de l'open travail en interne et puis sur les missions de solidarité intergénérationnelle. Donc, c'est business, c'est vraiment business. Voilà. Et ils ont en même temps travaillé sur une raison d'être. Et donc, le boulot qu'on fait avec le COMEX, c'est d'arriver à articuler les deux et de savoir quels vont être les indicateurs de raison d'être, les indicateurs du projet d'entreprise. On voit bien que les indicateurs de raison d'être, normalement, ils sont sur du plus long terme, mais ils peuvent avoir des échéances. Enfin, certains sujets peuvent se retrouver communs. Donc, mais je ne sais pas si je suis assez nette ce matin, mais vos questions sont top parce que ça montre bien qu'il y a un grand sujet d'articulation de tout ça et même de pédagogie pour nos équipes qui se disent mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle couche au millefeuille là, notamment les lignes managériales qui doivent déployer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire d'autre comme question? Moi, j'ai une question financière qui est sûrement pas facile à répondre, mais sur un accompagnement tel que vous avez pu nous présenter là sur X groupes de travail, de préparation, de questionnement, les 3 étapes vers l'étape de la formulation. Dans les grandes lignes, mais quelle enveloppe financière il faut projeter pour aussi voir si l'entreprise est prête à y aller. Je vais faire une réponse de Normand. Oui, je m'en doute. Non, mais c'est-à-dire que nous, on a mené des missions qui, je crois, sont allées de
Enfin, j'avais 40 000 € en tête j'avais 40 000 € en tête, mais peut-être que ça a pu être plus petit, peut-être autour de 30, que je retrouve. Et par ailleurs, sur certaines missions, ça atteint 150 000 €. Donc, en fait, ça dépend complètement ça dépend complètement. Enfin, ce qui pèse le plus lourd, je trouve, c'est la consultation des parties prenantes. Quand on le fait nous-mêmes, parce qu'on a des outils digitaux, ce n'est pas hors de prix, mais par exemple, on a pu faire appel pour certains de nos clients qui le souhaitaient à des solutions digitales qui existent sur le marché et que moi je trouve top, mais qui sont quand même chères. Hein. Par exemple, on a fait une mission à 120 000 € pour un client et la solution digitale a été vendue 70 000 €. Je trouve ça juste parce qu'il fallait interviewer tous les collaborateurs dans 4 pays. Bon, enfin bref, donc, mais mettons qu'il n'y ait pas de solution digitale et qu'on fasse ça avec vos moyens, les moyens du bord ou d'un de nos confrères qui aurait aussi des outils pas chers, ça peut rester dans ces enveloppes-là. Et après, ça dépend si on interviewe beaucoup de parties prenantes ou pas. Chez Maison du Monde, on a choisi on avait interviewé quelques parties prenantes en amont, je vous l'ai dit, et ensuite on a fait des panels. C'était super intéressant. On a fait un panel client B2B et client B2C. Je crois qu'on a eu travaillé avec ces contributeurs pour avoir défriché le sujet. Et un panel, c'est pas cher. C'est moins coûteux que d'aller interviewer 40 parties prenantes. C'était suffisant. Hein. Il y a des entreprises dans lesquelles le fameux groupe des contributeurs, c'est carrément le COMEX. Donc, ça fait aussi gagner du temps et des sous. Chez Maison du Monde, le COMEX, on a dû le réunir quand même au moins 5 fois, même si on avait travaillé avec des contributeurs. Enfin, moi, je pense que surtout, si vous consultez des cabinets sur le sujet, donnez-leur des fourchettes en disant, nous, voilà ce qu'on veut mettre là-dessus. Et il y a aussi des modalités aujourd'hui où on peut intervenir les uns et les autres en coaching et que ce soit vous aussi qui fassiez une partie des interviews, par exemple. Il y a tellement de formats possibles que c'est… Voilà. Très bien, merci. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions? Il nous reste 8 minutes. Mais… Par exemple, Fabienne, c'est elle qui a fait toute le travail de déclinaison de la raison d'être, si je retrouve mon slide, mais en engagement, là. Je ne sais pas si vous voyez encore. Non? Si, on voit très bien. Ah, vous voyez, d'accord. C'est elle qui l'a fait. En fait, elle est allée faire la tournée de toutes les directions et parfois, il y a eu même 2 réunions, 3, et toute cette partie-là a été faite par l'interne. Donc, je pense qu'il y a une bonne articulation à trouver aussi pour que ça ne soit pas trop onéreux. Alors, si j'étais sur mes facteurs clés de succès, je vais en sortir. Ouais, quelles seraient les erreurs à éviter? Déjà se dire que c'est un exercice de com et le faire sur un coin de table, parce que là, pour le coup, vous n'aurez pas tout l'arsenal, entre guillemets, d'engagement et d'indicateurs derrière. Vous n'aurez pas vraiment bien fait le lien avec la démarche RSE. Et voilà. Ensuite, pas comprendre qu'il faut vraiment que la gouvernance s'en empare. Fabienne, elle est aussi allée voir les membres du CA pour que les conseils d'administration, les actionnaires soient impliqués dans l'affaire. Oui, je pense qu'il faut se donner du temps. À la limite, il y a beaucoup de… Emery Jacquilla de la CAMIF, il dit souvent qu'il leur a fallu 2 ans, je crois, pour produire leur raison d'être, mais que c'était très, très salutaire, que ça les a beaucoup aidés aussi à y réfléchir, à mûrir les idées, à associer d'autres parties prenantes. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de lisser la charge en ressources humaines et en sous, c'est-à-dire que vous vous donnez du temps.
il faut aussi bien recenser ce qui existe, parce qu'il ne faut pas que votre raison d'être, elle soit voilà, le télescope, ce qui est écrit sur la marque employeur ou sur la plateforme de marque. Aller trop directement sur le wording. Alors, dans les 3 ateliers contributeurs dont je vous parlais, nous, on leur interdit dès le début d'aller sur une phrase de raison d'être, parce que c'est vraiment une erreur qu'on a pu mesurer à nos dépens au début. On s'est rendu compte que très vite, et notamment avec des COMEX qui du coup s'attachaient à une formule qu'ils avaient trouvée qui leur semblait bien résumer le sujet, alors même que tout le travail qu'on a pu faire après était beaucoup plus riche, quoi. Ouais, ça, c'est un risque de favoriser le consensus mou, c'est que plus on consulte de personnes, enfin, de parties prenantes, internes, externes, plus on risque aussi de lisser ce qu'il y a dans la raison d'être. Alors, soit d'embarquer trop de choses, parce que tout le monde veut y coller sa pierre, soit au contraire d'arriver à quelque chose qui n'a plus de relief. Il y a une bonne pratique que j'ai oublié de partager avec vous chez Maison du Monde. L'agence de branding, l'agence de com, de branding, a assisté à tous nos travaux parce que Julie Valbaum voulait que ensuite la raison d'être soit traduite dans la plateforme de marque. Et je trouvais que c'était vraiment super parce qu'ils ont pu vraiment s'imprégner à la fois de toute la richesse qui était produite, mais aussi de bien saisir ce qui était en jeu, quoi. Voilà. Ensuite, voilà. Il nous est arrivé 2 ou 3 fois là, sur les 3 dernières années, ça ne fait pas beaucoup de temps qu'on travaille là-dessus, mais que le cahier des charges nous dise non, on ne consultera pas les parties prenantes. Voilà l'analyse de matérialité, voilà des enquêtes clients, etc. Et donc, moi, je pense que c'est quand même dommage, c'est se priver d'un éclairage et d'une richesse. Ne pas tenir compte de la diversité culturelle. Non. Ah oui, ça, c'est plutôt pour des raisons d'être à l'international. Donc, on a eu le cas là chez CNP Assurance. C'était très intéressant de pouvoir associer les inputs du Brésil, de l'Italie, pour que cette raison d'être, elle parle aussi à tout le monde. Ignorer les implications sur la stratégie, bah oui, c'est du coup en faire quelque chose de décorrélé du plan strat. Là. Et puis, oui, négliger la phase de déploiement. On a perdu un appel d'offres pour la FNAC, mais je le cite parce que comme il a circulé, je peux en parler, mais ils avaient travaillé sur leur raison d'être et ils se sont rendus compte au bout de quelques mois qu'elle n'avait pas passé le stade du N-1 CODIR, on va dire. Elle n'était pas bien comprise par les gens qui la découvraient. Et du coup, ils ont lancé une consultation pour juste sur la phase de traduction en engagement et de déploiement. Je pense que la dimension déploiement, elle est très importante, que la raison d'être, elle vive, que si on interviewe des collaborateurs dans les magasins, ils soient capables d'en parler, qu'elle soit affichée quelque part. Voilà. Donc voilà. Donc, pourquoi se lancer je pense que vous savez. Est-ce que je peux vous éclairer sur autre chose? Globalement, combien de temps il faut compter? J'entends 2 ans. 2 ans, c'est raisonnable? Bah non, 2 ans, je ne sais pas dans quel lancé vous êtes, mais 2 ans, moi je trouve que c'est beaucoup pour le coup. Bon. J'ai dit entre 4 mois et 2 ans, mais il y a un bon. Après, il y a beaucoup de raisons d'être aussi, dont la publication est télescopée par l'actualité. Ça a été le cas. Ça a été le cas pour Maison du Monde parce que tout d'un coup, il y a la Covid. Ça a été le cas aussi pour ADP parce qu'il y avait des questions de la privatisation. Là. Donc, 4 mois, c'est pour la phase dure avec les ateliers, arriver à avoir une vision précise. Et ensuite, c'est le temps qu'on prend à travailler avec les parties prenantes, à travailler à la cascade finalement. Ouais. En fait, je vous donne l'exemple de CNP. CNP, on a démarré mi-mai, on était bloqué mi-juillet parce qu'il y avait un conseil d'administration et qu'il fallait leur présenter les premiers travaux. Et donc, on a enchaîné tous les ateliers
à 10 jours d'intervalle, ce qui était vraiment, à mon avis, trop short. Hein. Et donc, en tout cas, ça a pris 2 mois. Et après, en septembre, on a fait la consultation des parties prenantes externes et des salariés. On s'est appuyé sur Blue 9 pour consulter les salariés. Et donc, l'agence de com Havas qui les accompagnait, parce qu'ils ont vraiment voulu faire un super beau projet. Pendant le mois de septembre, pendant qu'on interrogeait les parties prenantes externes, a fait de la com pour les salariés, du teasing, pour expliquer ce que c'était que la raison d'être et dire qu'on allait les consulter. Et la consultation a eu lieu pendant tout le mois d'octobre et la finalisation début novembre. Quoi. Donc, c'est ça fait 4 mois. 4 mois, je trouve que c'est bien parce que c'est un minimum si on veut se donner le temps de réfléchir, en plus de mûrir. Et elle va juste sortir maintenant parce qu'il a fallu aussi la présenter au COMEX, au CA. Donc 4 mois, c'est la globalité entre le début des ateliers et le fait de pouvoir avoir une raison d'être partagée déjà en amont avec les parties prenantes internes et externes et qu'on peut commencer à diffuser. C'est un agenda serré, quoi. Hein. Oui, je vois, c'est quand même serré, oui. Ok. Et après, c'est si vous voulez vraiment faire l'objet que je vous présentais ce matin. Moi, on avait choisi avec Sylvie de vous présenter une mission ambitieuse. Après, vous pouvez aussi réduire un peu la voilure, etc. Mais bon, moi, je pense que c'est formidable si vous arrivez à positionner ce niveau d'ambition sur votre raison d'être. Agnès, oui. Il est l'heure. Merci beaucoup. Je te laisse transmettre les éléments dont tu as parlé. Je vous fasse des slides. Je vois dans le chat que vous n'avez pas eu ceux de la dernière, c'est ça? Ah bah non, vous n'étiez peut-être pas là